Salut tout le monde, bon aujourd'hui c'est une chronique un peu particulière, les grands pontes du Gobelin m'ont demandé de faire quelque chose d'un peu spécial pour cette fin d'année. Faut que tu fasses un truc pour Noël. Je sais pas moi, de la vidéo. Ça clique ça, de la vidéo. Du coup, en journaliste consciencieux et après des heures de visionnage, je me suis dit que j'allais faire un top 10 des films qu'il ne fallait pas louper cette année. D'où le titre, top 10. Nolan propose un film qui en termes de réalisation est assez foufou, le montage est dingue. Il te fait suivre plein de personnages sur un court laps de temps. Du coup, il y a des allers-retours en permanence et on vit les situations de différents points de vue. Après, il y a les acteurs qui sont tous très bons, il y a la manière de filmer qui est très jolie, c'est pas le meilleur de Nolan, mais super intéressant dans la manière de construire son récit. Trey Edward Shults, je connaissais pas. Et il te sort It Comes at Night. Alors ouais, on pourrait se dire encore un film d'infecté sans grande originalité, mais c'est bien plus que ça. Avec un mal qu'on ne voit pas, le film réussit à instaurer une tension juste en nous faisant suivre ses personnages. Il vient rafraîchir le genre et ça fait du bien. Et en plus de ça, il dresse un tableau peu flatteur de la nature humaine. C'est vraiment un film à voir, juste parce qu'il propose une nouvelle dimension au genre. Edgar Wright, on connaît, on sait que c'est un amoureux du cinéma qui a l'habitude de transcender les codes. Ici, l'idée du handicap auditif pour son personnage Baby est juste géniale. Ça lui permet de mettre la musique au centre de sa réalisation et ça en fait une petite pépite quoi. La musique est omniprésente, la réalisation ne cesse de surprendre du début à la fin et c'est un des chefs-d'œuvre de l'année. À travers le drame vécu par un enfant qui, pour surmonter tout ça, se crée un ami imaginaire qui prend la forme d'un monstre incroyablement stylé, Quelques minutes après minuit est une métaphore sur les différentes étapes de l'acceptation. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Et tout ça, ça prend la forme d'une fable qui est fortement influencée par des bonhommes comme Guillermo del Toro, quand même, c'est pas rien. C'est franchement un film qu'il faut aller voir parce qu'il est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Le réalisateur ne nous avait pas habitués à grand chose avec des films très moyens comme Easy Money ou Enfant 44. Je suis allé par curiosité et je dois dire que je le regrette absolument pas. La manière d'exploiter l'espace, ici la station spatiale, est totalement maîtrisée et réussie. On a juste l'impression que le gars a mieux compris l'essence de la saga Alien que Ridley Scott lui-même. Ajoutez à ça des scènes inventives et on se retrouve avec un survival comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. C'est le premier film réalisé par Jordan Peele qui jusque-là était connu pour ses rôles comiques avec son compère Keegan-Michael Key, et je dois dire que le résultat est bluffant. C'est même dingue de voir à quel point il maîtrise son média. En gros, le film est une satire de la société américaine et dénonce le racisme ambiant. Celui qui est ordinaire, celui qui est ancré dans les mœurs. Et il sert de ça comme support horrifique. Parce que oui, derrière ces allures de comédie, film sympathique, Get Out c'est avant tout un film d'horreur. Et le sujet qu'il évoque, à l'heure actuelle, ça fait froid dans le dos. Sans surprise, le dernier Dupontel est dans le top 10. Le film a vraiment été une petite fessée au niveau visuel. Au-delà de sa satire sociale et de l'opposition classe dominée, classe dominante, terme récurrent dans son cinéma, les couleurs sont travaillées et porteuses de sens. Le film a un vrai langage de l'image. Chaque plan est millimétré et a du sens, accentue le propos. C'est juste un chef-d'œuvre. Et ça prouve encore une fois que Dupontel, c'est un artiste avant tout. C'est vraiment un film sur l'acceptation de soi qui reprend les moments fondateurs de la construction d'un jeune afro-américain qui grandit dans un quartier difficile. Et l'idée de génie ici, c'est de diviser le tout en chapitres, avec un premier qui se pose plus sur l'enfance et l'importance des rencontres qu'on fait à cet âge-là, un deuxième qui suit un ado mal dans sa peau en pleine construction identitaire, et le troisième, ça finit en apothéose sur une magnifique histoire d'amour. C'est poétique, c'est superbement filmé, ça m'a même rappelé par moments Terrence Malick quand il filme ses personnages avec une caméra qui flotte comme ça très près d'eux. Et en plus, moi ça m'a rappelé personnellement le Spike Lee de la grande époque. Donc, parfait. Celui-là m'a vraiment scotché quand je l'ai vu. Ça parle de la nature animale de l'homme et de la manière dont il peut basculer dans une forme de bestialité. Le film a été fait sur un laps de temps très court, avec un Canet qui n'avait pas de scénario, qui a improvisé chacune de ses répliques, et je dois dire que le résultat est grandiose. Tout repose sur la prestation de Canet, qui dedans est magistrale. Je savais même pas qu'il pouvait jouer comme ça, ce mec. C'est juste un grand film qui prouve que même en France, il y a encore des cinéastes qui osent prendre des risques.
Réalisé par Jun Ho-bong, déjà derrière la caméra pour The Host et Snowpiercer, on ne pouvait s'attendre qu'à du très lourd. Mais là, avec Okja, le gars, il met vraiment la barre très très haut. Injustement critiqué au dernier festival de Cannes parce que c'est un film Netflix qui, soi-disant, tue le cinéma moderne, il a mis tout le monde d'accord dès la première projection. La réalisation est inventive, avec un parti pris fort dans le traitement de ses personnages et de l'intrigue. On a vraiment l'impression d'être devant un manga live. Je m'explique. Les personnages sont exubérants, leurs qualités et défauts exacerbés, mais on y croit. Et on se laisse vraiment happer dans l'univers qui est mis en place. À la fois poétique, drôle, dramatique, Okja est avant tout un film engagé avec un message fort et sans concession. Une véritable satire de la société actuelle, dénonçant les travers de la société de consommation, s'engageant pour la cause animale, et mine de rien se posant là comme pamphlet existentialiste, le film se montre radical dans son traitement. D'une intrigue convenue, Jun Ho-bong en sort une fable qui nous renvoie en enfance, questionnant notre propre relation au monde qui nous entoure. En apparence, une histoire légère avec de nombreux niveaux de lecture, ancrée dans son époque et questionnant la société, Okja est un film qu'il faut voir absolument. Il prend aux tripes et laisse un sale goût dans la bouche. On en ressort des questions plein à la tête, un véritable chef-d'œuvre. C'était les 10 films qu'il ne fallait surtout pas louper cette année. Après, la liste est loin d'être exhaustive, il y en a pas mal qu'on n'a pas encore eu le temps de regarder, comme Suburbicon, A Beautiful Day, Lucky, Pentagon Papers et bien d'autres. Such a shame you have to tell all those little white lies. Voilà, c'est fini. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et surtout, allez au cinéma.